Action, thriller, policier, enquête, science-fiction, aventure fantastique, comédie, super-héros, horreur, film d'animation. Pop X-Men, Pop Les 4 Fantastiques, Pop MCU, buste et figurines. Autre pop. Bonjour, rétrocritique en piste, Spider-Man 3 de Sam Raimi, sorti en 2007. Je suis exactement au même endroit que pour la rétrocritique en piste Spider-Man 2, sur une piste cyclable pas très loin de chez moi, avec mon vélo. Quand j'ai fait Spider-Man 2, je suis resté assis ici. Là, cette fois, je vais marcher. À ma droite, là-bas. Je prends mon vélo et je me lance. Alors ce bruit que vous entendez là, c'est le bruit de mon vélo. J'espère que c'est pas trop dérangeant, que ça ne dégueulasse pas ma vidéo. Spider-Man 3 de Sam Raimi, sorti en 2007, c'est un de mes films de super-héros préférés. Et comme je disais, sur la rétrocritique en piste Spider-Man 2, le 2, c'est celui que j'aime le moins sur les 3. Je préfère le 1 et le 3. Spider-Man 3, sorti en 2007, 3 ans après le 2. Le 2, c'est 2004. Le premier, c'était 2002. Mais il ne se passe pas 3 ans après le 2 dans l'histoire. Il se passe, je ne sais pas, quelques jours seulement après le 2. À la fin du 2, Harry découvre que Spider-Man, c'est Peter Parker, son meilleur ami, et que son père était le bouffon vert. Il découvre la planque du bouffon vert. On voit qu'il prend un sérum. Et il devient le bouffon vert au début du 3. Donc oui, il ne va pas mettre 3 ans à agir, Harry. Spider-Man 3 ne se passe pas 3 ans après le 2. Il se passe environ une semaine, je dirais. C'est pas précisé. Un truc aussi, c'est que vers le milieu du film, quand Peter et Tante May sont convoqués au commissariat et qu'ils parlent avec le capitaine Stacy, le capitaine George Stacy, le père de Gwen Stacy, on leur explique que le vrai meurtrier de l'oncle Ben, c'est pas le carjacker du premier Spider-Man. C'est Flint Marko. Évidemment, il n'était pas encore l'homme sable à l'époque. Mais là, Peter, il dit que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on a pourchassé, arrêté la mauvaise personne. Enfin, le mec du 1 est mort. Mais Peter dit que ça fait 2 ans. Et que Spider-Man 2, déjà, il se passe 2 ans après le premier. Donc voilà, le 3 se passe la même année que le 2 dans l'histoire. Il se passe, je sais pas, 1 semaine ou 2 semaines après le 2 grand max. Que dire? J'adore Spider-Man 3, j'ai toujours adoré Spider-Man 3, tout en reconnaissant les défauts. Il y a beaucoup de défauts dans le film. Des problèmes d'écriture, des problèmes scénaristiques. Il y a du comme par hasard, il y a de la facilité scénaristique, il y a des choses scénaristiques ridicules. Le point faible du film, c'est le scénario et l'écriture des personnages. Point fort, c'est la mise en scène, entre parenthèses, Sam Raimi est un dieu. Les scènes d'action, les effets spéciaux, l'ambiance. Enfin, l'ambiance, pas tout à fait. L'ambiance, c'est à la fois positif et négatif, dirons-nous.
Là encore une fois, ça se voit les doublures numériques. On voit le CGI. Déjà la première baston, Peter et Harry, dans le début du film. Quand Harry est devenu le nouveau bouffon vert, il attaque Peter sur sa mobilette. Peter qui a le même casque, le casque rouge avec une étiquette blanche comme le 2. Vous savez, au début de Spider-Man 2, Peter se fait virer de son job de livreur de pizza et son patron, Monsieur Aziz, déchire l'étiquette de son casque. Et quand Harry attaque Peter sur sa mobilette, il a le même casque avec l'étiquette déchirée de la même façon. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc cette première baston, Peter et Harry, qui se battent dans New York, évidemment. On voit les doublures numériques de Tobey Maguire et de James Franco. On voit le CGI. Ça se voit. Je crois que cette scène est faite quasiment en studio. Il n'y a pas beaucoup de décor réel. C'est plutôt bien fait, mais c'est les doublures numériques qui se voient un peu trop à mon goût. J'adore cette scène de baston. C'est une de mes scènes d'action préférées du film. Et même, je dirais, j'ose le dire, elle figure parmi mes scènes préférées d'action de l'histoire du cinéma. Oui, j'ose le dire. Scène que j'ai vue, je sais pas, 200 fois peut-être. 150, 200 fois j'ai vu la scène et j'en sais rien. Je la regarde assez souvent. Peut-être, je sais pas, 4 ou 5 fois par mois. J'adore cette scène. Harry attaque Peter parce qu'il croit que c'est le meurtrier de son père. Peter lui dit: Harry, il faut que tu me crois, j'ai pas tué ton père. C'est lui qui a essayé de me tuer et s'est tué lui-même. Harry ne veut rien entendre. Il est comme possédé, hein, un peu comme Norman, puisqu'il a le sérum. Il est devenu fou. Il n'est pas dans son état normal, en gros. Peter qui a l'intention d'épouser Mary Jane, il veut demander MJ en mariage. Et puis il le dit à Tante May. Tante May lui donne une bague que Peter doit donner à MJ. Et pendant la baston, la bague tombe de la poche de Peter. Peter étant habillé en costard-cravate, beau gosse. Voilà, sa bague tombe sûrement de sa poche. Il essaie de la rattraper. Il n'arrive pas. Enfin, il tend une toile. La toile arrive trop tard vers la bague parce que Harry l'attrape avec le planeur. C'est ça, Peter, qui lui donne de la force. Qui lui donne force et courage pour être Harry. Peter prend de l'avance. Il tend une toile avec les bras. Et puis Harry passe au même moment, enfin quelques secondes après. Il se prend la toile dans la gueule, il rebondit. Et atterrit sur une poubelle. Il a un traumatisme crânien ou je sais pas quoi, qui lui fait perdre la mémoire. Il ne se rappelle plus de rien. Il croit qu'il a été victime d'un accident de voiture. Il le dit quand Peter et MJ vont lui rendre visite à l'hôpital. Un chauffeur m'a renversé ou je sais plus quoi. Il oublie tout. C'est ça le problème. Comme par hasard, problème scénaristique. Sam Raimi ne savait pas quoi faire. Oui, parce qu'il y a 3 méchants dans ce film. Harry, le nouveau bouffon vert, l'homme sable Venom. Bon, l'homme sable, oui. Venom, pardon, c'est à la fin. Et Sam Raimi ne savait pas quoi faire, je pense. Enfin, je sais pas s'il était vraiment scénariste, Sam Raimi. On va dire les scénaristes, pour pas dire de conneries. Ne savaient pas trop quoi faire de Harry. Ils ont décidé de le rendre amnésique. Donc il perd la mémoire, il ne se rappelle plus de rien. Comme ça laisse un petit peu le champ libre pour développer un petit peu plus l'homme sable. Donc Flint Marko, l'homme sable, joué par Thomas Haden Church, je ne sais pas comment on dit. Il avait une 50aine d'années quand il a tourné le film. Tournage en 2005 ou en 2006, je ne sais pas. Bien baraqué en plus. Bien musclé. Et il était en tôle pour avoir tué Oncle Ben. Mais ça c'est faux évidemment, toute l'histoire avec l'homme sable et Oncle Ben c'est faux. Ça a été rajouté dans Spider-Man 3. Ah oui, le meurtrier d'origine d'Oncle Ben, enfin d'origine.
Le meurtrier, donc le Ben, dans Spider-Man 1, c'est le carjacker, Denis Carradine. Et là, on nous dit dans Spider-Man 3 que c'est Flint Marko et que Denis Carradine du 1, c'était juste son complice. Mais de base, c'est faux, évidemment. C'est un élément scénaristique rajouté dans Spider-Man 3. Ils ont fait ça pour rajouter une proximité entre Flint Marko et Peter Parker. Donc Flint Marko qui essaye de trouver de l'argent pour sauver sa fille malade, pour soigner sa fille malade, un cancer ou je ne sais pas quelle maladie. Donc il essaye par tous les moyens de trouver de l'argent. Déjà il s'est échappé de tôle, donc il essaie de trouver de l'argent par tous les moyens. Il fait tout ce qu'il peut. Et puis il tombe dans une machine, je ne sais pas trop ce que c'est, une sorte de, je sais pas, d'accélérateur de particules ou je sais pas ce que c'est. Une machine avec trois branches, on va dire. Je ne sais pas comment dire ça. Une machine ouais, avec trois parties qui tournent. Et puis ça le transforme en sable. Enfin, en plus, un truc que je trouve un peu con, c'est que les scientifiques font ça la nuit. Ils lancent la machine la nuit. Ils ont même pas vu qu'il y avait un homme coincé à l'intérieur. Ils lancent quand même. En plus, il y a un des mecs qui dit c'est seulement une mouette. Elle s'envolera quand on aura lancé le réacteur. Ah ouais, d'accord. Enfin bref. Ils sont dans des bureaux, dans des locaux, à l'intérieur évidemment. Et puis ils doivent activer la machine qui est à l'extérieur. Ils n'ont pas de caméra pour voir ce qui se passe dehors. Ils lancent comme ça à l'aveugle, entre guillemets. Enfin bref. On voit que Flint Marko commence à disparaître, à se décomposer un petit peu sous forme de poussière. Puis en fait c'est du sable, on voit que c'est tout son système, enfin tout son corps à l'intérieur, ses organes, tout son corps s'est transformé en sable. On voit des particules rentrer dans son corps et tout transformé en sable. Et puis il disparaît, et un peu plus tard il renaît, la renaissance de l'homme sable. Les effets spéciaux sont assez magnifiques. Ils ont quasiment pas vieilli, voire pas vieilli en 15 ans. Ça reste encore assez magnifique. Sa renaissance est assez émouvante. Il se relève. Et puis il a une sorte de médaillon de sa fille avec une photo dessus, une photo d'elle. Au début il essaie de se lever mais il n'est pas assez solide, il n'est pas assez consistant on va dire. Donc il se lève comme il peut, et puis il voit le médaillon de sa fille, il essaie de l'attraper, il voit que sa main se casse, parce qu'il n'est pas assez consistant justement, donc il pense à sa fille et ça lui donne du courage. Déjà il voit la photo de sa fille sur le médaillon et ça lui donne du courage. Il voit qu'il arrive à se solidifier, et puis à se lever entièrement, il récupère le maillon de sa fille, puis il se lève, il arrive à se solidifier, puis maîtriser ses pouvoirs. Enfin là pas tout à fait. Là ses pouvoirs consistent juste à le faire lever et puis reprendre forme humaine. Scène assez touchante, assez émouvante. La musique est cool dans cette scène. Et puis j'ai oublié de dire, la musique du film, c'est plus Danny Elfman. Danny Elfman c'est dans le 1 et le 2. Là, le 3 c'est Christopher Young. Je sais pas pourquoi ils ont changé de compositeur. Enfin bref. La musique c'est quasiment la même, il n'y a pas vraiment de différence. J'ai oublié de parler de l'intro, enfin du générique de début, j'aurais dû dire ça au début. Le 2 c'est un récapitulatif du premier Spider-Man sous forme de dessin, de photos, enfin de dessin, dessiné par Alex Ross, un des meilleurs dessinateurs de bandes dessinées. Il a aussi d'ailleurs dessiné des bandes dessinées Spider-Man. Dans le 3, ça n'a plus rien à voir. Comme je disais, dans le rétrocritique Spider-Man 2, le générique du 2 est rouge. En fait, le 1 est bleu. Le 3 est bleu aussi, il n'y a que le 2 au milieu qui est rouge. Je préfère le côté bleu du 1 et du 3. Là, c'est comme des sortes de morceaux de verre. Et puis à l'intérieur, on voit des parties de Spider-Man 1 et 2. Pareil, hein, c'est un récapitulatif comme pour Spider-Man 2, mais visuellement, c'est pas pareil.
C'est une sorte de bout de verre et puis on voit des parties du 1 et du 2 à l'intérieur. Des parties qui durent environ, je sais pas, 3 ou 4 secondes. J'adore ce générique d'intro. Ouais, c'est tout. Dans ce film, on voit Eddie Brock, futur Venom, à la fin du film, joué par Topher Grace. Il avait une trentaine d'années au tournage, je sais pas. Je sais pas moi, entre 28 et 31 ans, je dirais. Au tournage de Spider-Man 3. Je trouve qu'il surjoue un peu, Topher Grace. Il joue bien, mais il surjoue un peu, je trouve. Je trouve ça un petit peu dommage. Il ressemble pas du tout à la représentation qu'on se fait de Eddie Brock et de Venom dans les comics. Et dans les dessins animés, les films d'animation, il ne ressemble pas vraiment. La coupe de cheveux, elle ressemble à peu près. Les cheveux plus ou moins en pétard, blond. Au niveau des cheveux, ça ressemble pas mal, mais sinon, au niveau du corps, ça ressemble pas du tout. Il ne ressemble pas du tout. Eddie Brock, alias Venom, est censé être une armoire à glace, une montagne de muscles. Il est beaucoup plus grand et beaucoup plus musclé que Peter Parker. Là, ils sont pareils. Le mec, c'est une crevette. Il doit faire, je sais pas moi, 1m75, 75 kg. Tu vois, c'est pas très costaud. On ressemble pas du tout à Eddie Brock, des comics et des bandes dessinées et tout le bordel. C'est un petit peu dommage. Le Venom, c'est pareil, quand il devient Venom. Il n'y a quasiment aucune différence une fois devenu Venom. Il n'est pas plus grand ou plus costaud. Il est pareil, donc c'est un Venom assez fin. Il fait plus carnage que Venom. En plus, il n'a pas la grosse voix, une grosse voix grave de monstre, ni la grosse langue. Voilà, c'est un petit peu dommage. Ouais, c'est ça, il fait plus carnage que Venom. C'est dommage. Il y a de la facilité scénaristique quand Harry a perdu la mémoire. Enfin, Peter profite de l'amnésie de Harry pour essayer de se réconcilier. Vers, je sais pas, vers 2 tiers du film, entre la moitié et 2 tiers du film, MJ téléphone à Harry pour voir si elle peut passer chez lui. On le voit, il est en train de peindre. Il peint avec une main dans le dos. Avec une main, il tient le pinceau. Avec l'autre main, il met le bras dans le dos pour pas se salir, j'imagine. Il décroche le téléphone, c'est MJ. Ouais, il lui demande si elle peut venir chez lui. Il est d'accord, il est tout content. Et puis il s'embrasse. MJ lui dit, t'as même pas de cicatrice, à peine. Ils s'embrassent. Après MJ lui dit, je suis désolé. Enfin, tous les deux ils sont désolés. MJ se casse. Et là ça enlève, entre guillemets, l'amnésie de Harry. Je trouve ça un petit peu ridicule. Et puis il a de nouveau des hallucinations de son père, comme dans Spider-Man 2. Il retrouve la mémoire comme par magie. On ne sait pas trop comment. C'est le fait d'avoir embrassé MJ. Je sais pas, ça déclenche, on va dire, enfin ça lui restaure sa mémoire. Je trouve ça un petit peu ridicule. Il y a des hallucinations de son père qui le repoussent à se venger. C'est un petit peu ridicule quand même. J'ai pas encore parlé de Gwen Stacy. Gwen Stacy qui ressemble pas du tout, enfin pas du tout, mais qui ressemble pas vraiment en fait à Gwen Stacy des comics, des bandes dessinées, des jeux vidéo, des films d'animation, enfin des dessins animés et autres, elle ressemble pas trop. Il suffit pas de prendre une blonde. Encore, Bryce Dallas Howard, elle est rousse de base, elle était en blonde. Il suffit pas de prendre une blonde et de dire que c'est Gwen Stacy. Non, c'est plus que ça. Il faut du charisme, il faut du caractère. En plus, ça ne ressemble pas. Ça n'a absolument rien à voir avec Emma Stone dans The Amazing Spider-Man 1 et 2. Ah oui, elle n'arrive pas à la cheville de Emma Stone. Emma Stone dans The Amazing Spider-Man 1 et 2 avec Andrew Garfield est 100 fois plus crédible en Gwen Stacy que Bryce Dallas Howard. Vous voyez? Bon, enfin bref. Elle est camarade de classe de Peter. Donc j'imagine qu'elle a le même âge.
Je rappelle que Tobey Maguire, enfin Peter Parker, est censé avoir 20 ans hein, dans Spider-Man 3. Peter, Harry et MJ ont le même âge et sont censés avoir 20 ans. Mais les acteurs sont beaucoup plus vieux que ça. Ça se voit quand même. Tobey Maguire est né en 1975. Tournage en 2005 ou 2006. Il avait 30 ans. Si le tournage a été tourné en 2005, il avait 30 ans. S'il est né en 75. Donc il avait 30 ans ou 31 ans pour jouer un Peter Parker de 20 ans. Ça se voit. Comme je disais dans Spider-Man 2. Ça se voit, bordel de merde, qu'il n'a pas vraiment 20 ans. Il fait son âge. C'est un petit peu dommage. En plus, ça rime. Il fait son âge, c'est dommage. Et les autres acteurs, c'est pareil. Bon. Ça se voit qu'ils n'ont pas vraiment 20 ans. Enfin bref. Que dire d'autre? J'ai plein de choses à dire, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Le Spider-Man, ça se voit que c'est du CGI aussi. Avec l'accident de grue. À peu près vers le début du film. Je crois que c'est au bout de 35 ou 40 minutes du film. On voit Gwen Stacy qui est modèle photo. Qui se fait prendre en photo par l'acteur qui joue dans Preuve à l'appui. Steve, je ne sais plus comment, s'appelle l'acteur. Elle est mannequin photo ou je sais pas quoi. Et puis là, il y a une grue en perte de contrôle qui défonce le bâtiment. Comme par hasard, là, il y a Gwen Stacy. Mais ça défonce une partie du bâtiment, et puis il se casse la gueule, et puis elle est suspendue avec les bras par une poutre. Je trouve ça assez étonnant qu'elle tienne aussi longtemps avec les bras. J'ai pas encore parlé du symbiote qui envahit Peter, qui le rend méchant. Peter et MJ sont à Central Park, en amoureux. Ils sont faux amoureux l'un de l'autre. Ils sont sur une toile d'araignée géante, ils sont couchés. Et puis Peter lui dit je t'aime comme un fou. Après il se casse en mobilette. Là il regarde les étoiles filantes. Et là il y a une météorite, mais bon, ils la voient pas tous les deux, qui atterrit pas trop loin d'eux. En fait c'est le symbiote de Venom. Il est sous forme de météorite, enfin il est dans une météorite. Avec le choc, quand la météorite atterrit avec le choc, et ça brise la météorite et ça libère le symbiote qui s'accroche à la plaque d'immatriculation de la mobilette de Peter. Et ça le suit partout. Et quand Peter arrive à son appartement, on voit que le symbiote traîne dans sa chambre. Donc un peu après que Peter et Tante May ont été convoqués au commissariat par George Stacy, le père de Gwen. Là on apprend que le vrai meurtrier de l'oncle Ben, c'est pas le carjacker du 1, c'est Flint Barco. Un peu après ça, Peter est rentré chez lui. Il écoute toujours la fréquence de la police. Il est sur le point d'intervenir, il se change, enfin il enlève ses vêtements. Il est en Spider-Man sauf le masque. Et puis là il est pris d'un coup de fatigue, un coup de barre. On le voit, il est appuyé sur une poutre. Il pose son bras comme ça sur une poutre, il pose sa tête, il est pris d'un coup de barre, d'une grosse fatigue. Il commence à se coucher, à s'endormir. Et puis il imagine Flint Marco tuant oncle Ben. Et puis sa haine envers Flint Marco attire le symbiote. Donc pendant qu'il dort, le symbiote s'installe sur lui. Le symbiote commence à l'envahir, son costume rouge et bleu. Se le recouvre entièrement. Par contre, la tête se forme toute seule. Parce que le symbiote prend la forme de tout ce qu'il touche, quasiment. Il prend la forme du costume, classique, rouge et bleu. Et la tête, le masque se forme tout seul. C'est un petit peu bizarre. Je trouve ça un peu dommage aussi. Il se réveille sur un bâtiment à New York. Il ne sait pas pourquoi. Il se réveille suspendu, la tête à l'envers.
Il se rappelle pas ce qu'il fait là. Il se dit, qu'est-ce que je fais là? Mais où je suis là? Après il se jette dans le vide, il se balance. Et puis il constate que ses pouvoirs ont été augmentés. Oui, parce que Spider-Man, quand il est en costume noir, oui, il est plus puissant qu'en rouge. Il a plus de force, plus de réflexes. Je sais pas si tous ses pouvoirs sont améliorés. Force, résistance et réflexe, du moins. Je crois que c'est au Chrysler Building qu'il est. Il enlève son masque. Mais c'est magique ce truc. Et puis il va voir Kurt Connors, son professeur. Qu'on voyait dans le 2 aussi. Il n'était pas dans le 1, le professeur. Le professeur Kurt Connors, futur lézard. Dans le 1, dans Spider-Man 1, l'acteur ne joue pas, mais il est mentionné. On le voit à partir du 2 et du 3. Mais dans le 3, il a une nouvelle VF. Je sais pas qui est la VF dans le 2. Dans le 3, sa VF, c'est Lionel Tua. Owen Wilson dans La nuit au musée avec Ben Stiller. Vous pouvez faire vos recherches. Lionel Tua. Voilà. Qui remplace je ne sais pas qui de Spider-Man 2. Pour doubler Dylan Baker. Voilà le nom de l'acteur. Donc Peter va chez Connors. Pour essayer de voir, essayer d'analyser ou d'essayer de comprendre ce qu'est le symbiote. Il lui a donné un morceau, un échantillon. Et puis il l'enferme dans un verre. Et Connors lui dit on dirait qu'il vous aime bien. Ne le laissez pas entrer en contact avec vous. Il dit pourquoi? Cette espèce, enfin, je ne me rappelle plus des phrases exactes, mais il dit un truc comme ça. Mais cette espèce a les caractéristiques d'un symbiote qui doit se lier à un autre humain pour survivre. Et parfois il arrive que ces liens soient si puissants qu'il peut être difficile de s'en défaire. Ce qui est le cas. En plus, à la fin du film, quand Spider-Man détruit Venom, il n'a pas détruit le morceau de symbiote laissé chez Connors. Donc c'est à cause de ce morceau de symbiote chez Connors qu'aurait dû naître Carnage, j'imagine. Je pense que le professeur Connors aurait fait des expériences sur l'ADN de Peter et l'ADN du symbiote aurait créé Carnage. Parce qu'il me semble que Carnage, c'est un mélange entre le sang de Spider-Man et le sang du symbiote. Corrigez-moi si je me trompe. C'est une sorte de mélange des deux. Peter qui devient gothique, émo, à cause des costumes noirs. Il prend la confiance et devient beaucoup plus sûr de lui. Parce que dès que Harry retrouve la mémoire, évidemment il s'attaque à Peter. Mais il ne s'attaque pas à Peter n'importe comment. Il utilise MJ. On voit qu'il arrive chez MJ avec son planeur et son costume. Il lui dit si tu veux que Peter vive, tu vas devoir me rendre un petit service. Donc il force MJ à quitter Peter. MJ lui donne rendez-vous sur un pont à Central Park. Peter arrive bien habillé, beau gosse, avec un bouquet de fleurs. Et MJ quitte Peter. Puis Peter lui montre sa bague. Et elle s'en fout, enfin, elle veut rien entendre, elle veut le quitter. Enfin, c'est Harry qui la force à quitter Peter pour lui briser le cœur. C'est comme ça que Norman lui avait demandé de faire. Pour commencer, frappe-le au cœur. Donc MJ quitte Peter. Harry, évidemment, il est à côté d'un arbre et puis il entend tout à distance. Puisqu'il a ses pouvoirs, donc j'imagine que ses sens, enfin, c'est pas j'imagine, ses sens sont améliorés, sont surdéveloppés. Donc il a l'ouïe surdéveloppée, la super ouïe. Donc il entend tout à distance. Bravo, il lui dit. Donc là, après, Peter et Harry se retrouvent dans un restaurant, enfin un petit bar, je ne sais pas. C'est moi, l'autre homme. J'adore qu'elle dise ça. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. C'est moi, l'autre homme. J'adore quand elle dit ça. Après, Peter rentre chez lui.
pour prendre le costume noir et puis il retourne chez Harry. Une baston, Peter et Harry qui se battent pour MJ. Peter l'emporte évidemment. Ils se battent et puis chez Harry. Mais là dans la baston, Peter n'utilise pas la toile. Il utilise la toile que quand il attrape la grenade derrière lui. Je trouve ça un petit peu dommage aussi. Il y va à la bourrin. Il utilise que la force et les réflexes. Enfin, la résistance et l'endurance aussi, mais il y va bourrin. Et puis j'ai envie de faire un petit jeu de mots. Il y va franco, comme James Franco. Ah là là. Peter et Harry, ils vont franco. Oh là là. Ouais, je trouve ça dommage que Peter n'utilise pas la toile dans cette scène de baston. Qu'à la fin pour récupérer la grenade, faire attraper. Ils se battent dans la baraque de Harry, dans le salon déjà, pour commencer, et puis ils se retrouvent un peu après dans la planque du bouffon vert. Harry prend le sorte de sabre électrique, essaie de frapper Peter, Peter l'esquive, et puis sans faire exprès, Harry frappe l'ordinateur portable sur lequel est branché le planeur. Donc là on voit que le planeur, pour le recharger, il est rechargé sur un PC portable. Il frappe le PC portable sans faire exprès, ça libère entre guillemets le planeur, enfin, ça le débranche. Le planeur est incontrôlable, il part dans tous les sens. Il arrive sur Peter et Harry. Peter l'évite et il attrape, il pousse Harry sur le planeur et se prend le planeur dans la gueule. Et puis il atterrit sur la mur de grenade. Tu vas me tuer comme tu as tué mon père. Je ne cherche même plus à te convaincre. Tu m'as pris mon père. Il m'aimait. Non. Il te méprisait. Il avait honte que tu sois son fils. Oh, regardez notre bouffon vert junior. Tu vas chialer? Je connais certaines phrases par cœur. Encore une fois, sans mauvais jeu de mots. Par cœur. Et j'y vais franco. Oh, oh. Peter se barre. Harry prend une grenade sur l'étagère, sur le mur de grenade. Il la jette sur Peter. Déjà, il y va comme un lâche, parce qu'il attaque par derrière. Enfin bref. Et le Peter, il est extrêmement rapide. Vous voyez comment il évite la grenade? La grenade, je sais pas, elle est même pas à 20 cm de sa tête, derrière sa tête. Il esquive, il attrape la grenade, il est extrêmement rapide, truc de ouf. Il la renvoie sur Harry. Puis oui, retour à l'envoyeur. La grenade pète et puis ça explose la gueule. Enfin, à ce moment-là du film, on n'en sait pas plus. C'est après qu'on voit qu'il a le visage brûlé. Déjà à mon sens, il aurait dû être mort. Eh oui, Harry aurait dû être littéralement mort, ou en morceaux, quoi. Enfin, steak haché, il aurait dû rester plus rien. Parce que Peter relance la grenade vers Harry. Mais je répète, Harry est appuyé et assis contre un mur de grenades. Il y a au moins 25 grenades autour de lui. Donc si la grenade pète, ben ça déclenche les autres. Si la grenade pète, ça entraîne les autres. Donc tu as les 25 ou 30 grenades qui pètent à la chaîne. Et là, il ne reste plus rien. Enfin, c'est juste à cacher, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc après, Peter retourne dans la rue. Et puis il va chez Jameson, il prend la confiance, il met les pieds sur le bureau, il bouffe des bonbons. Il lui dit, il lui amène 2 photos qu'on n'a pas vu tourner, hein, parce qu'on voit Spider-Man en noir. On voit qu'il porte 2 motos avec sa flèche surhumaine. Sur la photo, on voit qu'il est en costume noir, et puis il y a une moto dans chaque bras. Et puis on voit des mecs en cagoule. Il dit Jameson, si vous voulez ces photos, il va falloir m'embaucher et doubler le salaire. Avec la petite musique. Il drague ouvertement Gwen Stacy, la copine de Eddie Brock. Ah, j'ai oublié de préciser ça, Gwen Stacy et Eddie Brock sont en couple. Je trouve ça pas mal comme idée. Et à la fin du film, Eddie dit à Peter, tu m'as fait perdre ma copine, bah maintenant tu vas perdre la tienne. Qu'est-ce que tu dis ça, tisseur de toile? Attendez, il y a quelqu'un en vélo, je vais pas filmer sa gueule, je vais couper. Voilà. Il est parti là-bas. Bon. En plus, quand Peter, Peter, oui, en noir, en costume noir, se bat contre l'homme sable dans les égouts, là aussi, je trouve qu'il y a, comme par hasard, une facilité scénaristique.
On voit que Peter rentre chez lui, hein, il passe la porte de chez lui. Et comme par hasard, au moment où il passe la porte, on entend son appareil pour écouter la fréquence de la police. On entend une voix qui dit tempête de sable, et puis ça, avec l'adresse. Comme par hasard. On entend ça au moment où il passe la porte de chez lui. Ça indique où est l'homme sable. Il y va en costume noir. Il veut se venger, hein, pour son oncle. Flint, Marco. Pourquoi tu ne fous pas la paix? Tu te souviens de Ben Parker? Le vieil homme que tu as battu de sang-froid. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ça a tout à voir. Une baston violente entre Peter, entre Spider-Man noir et l'homme sable. Là, on voit une nouvelle fois les doublures numériques du costume noir. C'est un peu trop numérique à mon goût. L'homme sable, ça va, c'est plutôt bien fait. Enfin, je dis pas que c'est mal fait pour Spider-Man. Je veux dire que pour l'homme sable, on voit beaucoup moins les doublures numériques. C'est plus sur Spider-Man. Ce que j'adore, c'est quand Spider-Man met la tête de l'homme sable contre le train. Évidemment, c'est lui coupe la moitié de la tête en deux. Et puis il met ses mains sur du sable à côté de lui, et puis sa tête se reforme. C'était plutôt bien fait. J'ai bien aimé ça. Il me fait un peu penser au T-1000 dans Terminator 2. Le fait qu'il puisse se régénérer sans limite. Qu'il est assez mou, assez malléable comme ça. Qu'il se régénère à volonté et sans limite. Qu'il est quasiment inarrêtable. Il se reconstitue, il se régénère comme ça. Et ils arrivent un peu plus bas, enfin ils ont... J'en vois que l'homme sable a des sacs d'argent à la main. Et puis il les perd évidemment dans la baston. Et puis il y a une sorte d'énorme réserve à eau. Et forcément, le point faible du sable, c'est de l'eau. Ça fait de la boue. Donc c'est là que Peter il neutralise l'homme sable. Avec sa force, il défonce les boulons. Enfin, il essaie d'ouvrir la cuve en acier. Puis on voit les boulons sautent juste avec les doigts et les mains. Il fait péter les boulons qui tiennent le système. Puis on voit des litres d'eau dans... Puis l'homme sable est envahi d'eau et puis il est neutralisé. Bon débarras. Puis il rentre et s'énerve contre son propriétaire, monsieur Ditkovich. Loyer? Mais vous l'aurez quand vous aurez réparé cette saleté de porte. La première fois qu'il gueule et qu'il s'énerve contre monsieur Ditkovich. Il était là aussi dans le 2, le personnage. Dans le 1, non. À la fin, il s'excuse. Et je suis désolé, j'aurais pas dû m'énerver pour si peu. Ce que j'aime bien aussi, c'est quand il va voir Tante May. Pour lui dire que l'homme sable, enfin, pour lui dire que Flint Marco, l'assassin d'Oncle Ben, a été tué par Spider-Man. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il met son costume noir dans une sorte de maille, une sorte de coffre, dans son placard. Quand il en a pas besoin, lui, il la met dans le range comme ça. Donc quand Peter a le costume noir, il prend la confiance, il devient beaucoup plus sûr de lui que d'habitude, et puis il drague Gwen Stacy, la copine de Eddie, et puis il l'amène dans un club de jazz. Il fait ça pour rendre MJ jalouse. On le voit, il fait du piano, puis il commence à danser, foutre un petit peu le bordel. Gwen Stacy qui va voir MJ, qui lui dit je suis désolé. Et un peu après, il y a des mecs qui veulent virer Peter du bar, puis il les neutralise. Et Peter qui frappe MJ. Ça c'était surprenant quand même. Peter qui frappe MJ. Qui l'eût cru? Évidemment d'origine il ferait jamais ça. Qu'il essaie de détruire le costume noir. Et il découvre que le costume noir, le symbiote, est sensible au son, aux vibrations de la cloche. La cloche qui retentit. Il essaie de défoncer le costume. J'adore cette scène aussi. Il essaie de déchirer le costume, de le détruire. Et puis il touche la cloche, ça la fait sonner. Puis le bruit, la vibration affaiblissent le symbiote. Il en est sensible. Ah, j'ai oublié de dire aussi que
Eddie Brock, c'est un connard ce type. Parce que la photo qu'il a fait pour le Daily Bugle, le cadre qui est affiché, c'est une photo truquée. Peter le sait, puisque c'est lui, Spider-Man. Il le sait, s'il a fait ci, s'il a fait ça. Donc il sait que il n'a pas pris cette pose, quoi. Enfin, entre guillemets, qu'il n'a pas fait ça. Donc on voit que c'est truqué. On le voit en plus, c'est un photographe, il a un appareil de professionnel. Il a coûté très cher, j'imagine. Puis quand Spider-Man arrive aux égouts, avant le combat contre l'homme sable, il y a Eddie Brock, comme par hasard, qui est là au même endroit, au même moment. Facilité scénaristique, comme par hasard. Il sort d'un taxi. Tu lui dis: oh mon pote, j'adore ton nouveau look. C'est exactement ce qu'il me faut pour court-circuiter Parker. Moi, ça veut rien dire, mais bon. Tisse-moi un petit peu de toile. Il attrape l'appareil, il éclate contre le mur. Il arrache la grille avec sa force, il descend dans les égouts. Puis on voit que Eddie Brock a un appareil photo numérique dans sa poche. Il prend 2-3 photos. C'est à partir de ces photos-là que j'imagine que le reste est truqué, quoi. Puis il se vient du Daily Bugle. Parker, j'adore quand tu joues le Boy Scout. Tu veux pas aller faire un tour et m'oublier? Je trouve ça assez étonnant en plus que Jameson, le patron de Daily Bugle, ait laissé Eddie Brock afficher son cadre sans faire authentifier les photos avant. Parce que c'est Peter qui dit à tout le Daily Bugle qui prouve que les photos sont truquées. C'est bizarre ça que ça n'a pas été authentifié avant, quoi. C'est grâce à l'intervention de Peter qu'ils savent que c'est faux. C'est un petit peu ridicule aussi. Enfin, Peter qui dit à Eddie: tu veux qu'on te pardonne? Alors va à l'église. Et comme par hasard, ils sont à la même église, au même endroit, au même moment. Parce que Peter essaie de détruire le costume noir dans une église avec la cloche. Et puis Eddie Brock va dans cette église. Comme par hasard, c'est la même église. Comme par hasard, Eddie Brock va sur la même église au même moment. Puis il est tout en bas. Il voit que déjà Peter a déjà déchiré le masque, il essaie de déchirer le reste du costume. Comme il n'a pas le masque, Eddie le voit. Il voit que le Spider-Man noir, c'est Peter. Parker. Peter détruit le costume noir, sans voir que tout le symbiote tombe sur Eddie Brock. On voit pas qu'il y a Eddie en bas. Eddie Brock est envahi par le symbiote, il devient Venom. Venom, je répète, qui n'est pas comme dans les comics, c'est comme dans la mythologie. Les comics, les séries animées, séries d'animation, films d'animation, et tout ce qui va avec, ne ressemble à rien au Venom d'origine. Il est assez fin. Il est trop maigre, c'est Venom version crevette. Il n'a pas la voix grave de monstre. Il n'y a quasiment aucune différence entre la voix de Eddie Brock et la voix de Venom. Il n'a pas la taille, la carrure, la grosse voix de monstre et la langue de monstre. Par contre, il a la brutalité, la violence. Heureusement, sinon, comme je disais, je le répète, il fait plus carnage que Venom. C'est dommage que Sam Raimi n'a pas fait Venom, un gros monstre comme ça, parce qu'apparemment Sam Raimi ne voulait pas inclure Venom. C'est les studios et tout le bordel qui l'ont poussé à faire ça. Mais Venom, on le voit pas beaucoup, on le voit 20 minutes à la fin. J'adore le combat final. Il y a encore des gens. J'adore le combat final de Spider-Man 3, la team-up 2 contre 2. MJ qui se fait kidnapper dans un taxi, le commande d'un taxi, et c'est en fait Eddie Brock qui conduit le taxi. Alors, où est-ce que vous allez? Et puis il la kidnappe. Ensuite on voit tout est relayé aux informations. On voit les informations directes. Quand Peter voit la télé qu'il y a dehors, il voit les infos. Et puis il demande de l'aide à Harry. Mais un truc que je trouve assez étonnant, c'est que Peter n'a pas tout le temps le costume sous le vêtement. Et oui, on voit qu'il regarde les infos en direct dans la rue avec plein de
plein de New-Yorkais. Et il rentre chez lui et il prend le costume dans sa mallette, le costume rouge, dans une mallette. En fait, il n'a pas tout le temps le costume, sur lui. Donc ça lui fait perdre du temps en fait pour intervenir. Il doit rentrer chez lui pour se changer. Je trouve ça un peu con qu'il n'ait pas tout le temps le costume sous les vêtements. Enfin bref. À mon sens, il devrait l'avoir tout le temps. À chaque fois qu'il sort dehors, il devrait avoir tout le temps le costume sur lui pour pouvoir intervenir rapidement. Sinon, il perd du temps, il doit rentrer chez lui pour se changer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il va chez Harry. Je lui demande de l'aide pour arrêter l'homme sale Venom, pour sauver MJ. On voit que Harry a le côté droit du visage brûlé. C'est du maquillage, hein, évidemment. Dégage. Et il dit tu ne mérites pas que je te tende la main. Dégage. C'est Peter. Peter se barre et puis il va tout seul, obligé. Un truc que je trouve ridicule aussi, c'est que le majordome des Osborn, Bernard, dit à Harry que le soir où Norman est mort, il a nettoyé ses plaies et ses blessures, qu'il n'y a aucun doute possible. Enfin, il s'est fait transpercer par le planeur, il n'y a aucun doute possible. Il s'est tué lui-même. Le mec il lui dit ça maintenant comme ça. Donc ça fait 2 ans que ça s'est passé. Il aurait pu le dire il y a 2 ans justement, un peu après que Norman soit mort. Il dit ça comme ça. Il dit ça maintenant. Il n'y a aucun doute possible, il s'est tué lui-même. En fait c'est un prétexte scénaristique, une facilité scénaristique, pour que Harry redevienne gentil et puis qu'il aille aider Peter pour le combat final. C'est ridicule. Bon, enfin bref. Une team-up 2 contre 2. Peter et Harry contre l'homme sable Venom. Une team-up 2 contre 2. Justement un peu avant le combat final, t'as Venom qui va voir l'homme sable. Comment il le trouve, on ne sait pas, dans une ruelle. Terminé, Spider-Man. L'homme sable frappe Venom en pensant que c'est... en croyant que c'est Spider-Man noir. Il lui dit qu'il sait tout sur lui. Venom propose à l'homme sable de s'associer avec lui. Si on s'unit, il n'a aucune chance. Intéressé? Ouais. La team-up 2 contre 2, Peter Harry contre l'homme sable et Venom. J'adore le combat final de Spider-Man 3. Je le regarde assez souvent, Le combat entier, j'ai dû le voir, je sais pas, 100 fois, 150 fois, j'en sais rien. J'adore le combat final de Spider-Man 3. C'est celui que je préfère des 3 Spider-Man. Celui que j'aime le moins, c'est le 2. Dans l'ordre, c'est 3, 1, 2. Chacun ses goûts. Déjà, c'est le plus long. Et puis, il se passe plus de choses, il y a plus de personnages. Je répète encore une fois, ils sont 4. Ils sont 2 contre 2. Donc le reste, c'est du 1v1 dans le L2. Il y a plus d'enjeux, il y a plus de choses. MJ qui est kidnappé dans le taxi. À plus de 80 étages du sol. Elle le dit, la journaliste. Dans la toile géante. Il y a un message géant dans le ciel adressé à Spider-Man. Arrête-nous si tu peux. Stop us if you can. En plus, on constatera que le caractère d'écriture dit stop us if you can. C'est comme dans les comics. C'est écrit de la même façon. Ça, c'est cool. C'est une référence comics, c'est extrêmement cool. J'ai adoré voir ça. Là, on voit une nouvelle fois les doublures numériques de Peter et de Harry. Peter Spider-Man qui est debout sur une poutre. C'est un chantier, c'est un building en construction. Il y a Spider-Man qui est debout sur une poutre et puis Venom est plus bas, en bas, quelques mètres plus bas. Elle l'étrangle avec sa toile. Il immobilise Spider-Man avec sa toile, en l'étranglant. Et là, l'homme sable le tabasse avec sa main en géant. Il les frappe plusieurs fois sur la gueule et on voit que ça déchirait le costume, le masque. Puis les gens sont assez choqués, ils se demandent s'il va survivre ou pas. On entend même le journaliste dire aux infos en direct: ça pourrait être un jour de deuil pour les habitants de New York.
pourrait être la fin de Spider-Man. Et puis on voit les gens, les New-Yorkais, assez choqués. Et là on voit une grenade apparaître atterrir sur le cou de l'homme sable géant. Elle pète et c'est Harry qui intervient. Et son planeur, il arrive, il fout un coup. Il fout un coup à Venom. Et puis il se lève au niveau de Peter, il étend la main, il aide. Et c'est là que commence la team-up, le 2 contre 2. Tu es venu. À ce que je vois, il était temps que j'arrive. 2 minutes plus tôt, ça aurait pu être bien aussi. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Là, ils se retournent en même temps, ils font un dos à dos. Harry est en face de l'homme sable et Peter en face de Venom. J'aurais besoin d'un coup de main de ce côté. Désolé, le bac à sable m'attend. Donne-moi la main. Et là, Peter donne la main à Harry. Et Harry qui jette Peter, oui, sur Venom. Harry qui détruit, qui neutralise momentanément l'homme sable géant, en le tirant deux missiles sur la gueule avec son planeur. Il y a encore des gens, je ne vais pas filmer. Venom qui attaque Peter, ne jamais blesser ce qu'on peut détruire, ce qu'on ne peut détruire. Il le frappe avec une sorte de tige en ferraille, et puis ça lui enlève le masque. Peter qui dit à Eddie d'enlever le costume, tu vas y perdre ton âme. J'aime être méchant. T'imagines pas le bien que ça me fait. Eric qui intervient encore pour aider Peter. Essaie de foncer sur Venom. Essaie de l'embrocher avec les pointes de son planeur à l'avant. Venom l'esquive. Il tire une toile et puis il attrape le planeur et Harry qui se prend une poutre dans la gueule, qui est neutralisé. Puis on voit qu'il y a plein de tuyaux en acier qui font du bruit. Et puis ça déconcentre, Venom est instable à cause du son des vibrations. Et Peter il s'en rappelle, on voit un flashback où il se voit lui-même dans l'église avec la cloche. Il comprend que le symbiote est sensible au son et aux vibrations. Et Venom s'apprête à transpercer Peter et Harry se met devant. Il se sacrifie pour sauver Peter. Il l'embroche par l'arrière. Donc on constatera que les deux bouffons verts, Norman et Harry, meurent de la même façon, transpercés par leur planeur, à quelques mètres de Peter. Mais là, Peter défonce, neutralise le Venom avec les tuyaux en acier. Il en plante un peu partout. Il encercle le Venom, il fait une sorte de cercle, il encercle le Venom. Puis il fait exprès de taper dessus pour faire du bruit pour neutraliser le Venom. Puis il sépare, il sort Eddie Brock de Venom. Puis le défonce avec une grenade en trappant une grenade sur le planeur de Harry. Eddie Brock et qui veut pas quoi, et puis il s'agite dessus. Il se sacrifie. Il explose et quand ça pète, on voit. C'est subliminal, mais pendant, je sais pas, une demi-seconde, on voit le squelette de Eddie. L'homme sable qui explique tout à Peter, que de base il est pas méchant. J'ai jamais voulu ça. Il lui explique tout. Tu avais le choix quand tu as tué mon oncle. On a toujours le choix. Et puis, ils se pardonnent l'un l'autre. L'homme sable le dit à Peter. Tout ce qui me reste aujourd'hui, c'est ma fille. Lui dit qu'il voulait de l'argent pour sauver sa fille et que le meurtrier dans le premier Spider-Man, c'était son complice. Ils se pardonnent l'un l'autre et puis l'homme sable disparaît sous forme de tempête de sable. Et Harry qui meurt dans les bras de MJ. Alors vieux frère, comment tu te sens? J'ai connu mieux. T'inquiète, on va te tirer d'affaire. Non. Et puis l'enterrement à la fin, on voit que c'est un double enterrement, entre guillemets, comme dans le premier Spider-Man. À la fin du premier Spider-Man, c'est à la fois l'enterrement d'Oncle Ben et de Norman Osborn. Donc 2 enterrements en un. Enfin, pas 2 en un, mais 2 en même temps, quoi. Et là, dans le 3, c'est pareil. Enfin, l'enterrement de Harry, l'enterrement de Eddie Brock. Mais bon, c'est étonnant que Eddie Brock se fasse enterrer puisqu'il a explosé. Je répète, quand il pète à la fin, pendant une demi-seconde, on voit son squelette. Littéralement, il a explosé, quoi, Eddie Brock.
Pendant quelques secondes, on voit Flash Thompson du premier Spider-Man. Joe Manganiello, l'acteur qui fait Flash Thompson, on le voit à l'enterrement de Harry. On le voit quelques secondes en caméo. Dans Spider-Man 2, il ne joue pas. Peter et MJ qui se retrouvent dans un bar, je crois que c'est le club de jazz où elle était plutôt. Il me semble que c'est ça. Mais je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout raconté, que j'ai tout dit. Et comme je disais, moi, quand je fais une critique ou une rétrocritique, je peux pas m'empêcher de raconter le film. En fait, j'arrive pas à faire une critique sans raconter le film. C'est comme ça. J'arrive pas à faire autrement. Je suis obligé de raconter le film. J'arrive pas à faire autrement. C'est comme ça. Donc j'espère que j'ai tout, oui, que j'ai tout dit, tout raconté. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas mal. Je crois que j'ai plus grand chose à dire. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà. Je réfléchis quelques minutes si j'ai pas oublié quelque chose. Je crois que c'est bon. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt.